Alors, je reprends la suite de la vidéo qui s'est interrompue, mais sans la reprendre dès le départ. Donc, on a vu que sur moins pi, l'équation f de x égale 0 avait une unique solution θ, donc il ne faut pas oublier de conclure. Et d'après le tableau de variation qu'on a obtenu, sur moins pi jusqu'à θ, on a vu que f de x était strictement négatif, en θ elle s'annulait, et de θ jusqu'à pi, f de x est strictement positif. Donc on va passer à la question suivante, à savoir la question petit 5, qui vous demande de déterminer la primitive grand f de petit f sur moins pi, de sorte que grand f de pi soit égal à moins 1. Alors, comme petit f est une fonction continue sur moins pi, d'après un résultat admis en terminale, la fonction petit f admet une infinité de primitives. Une seule de ces primitives va de ce fait vérifier l'équation, pas l'équation, on va vérifier la condition que grand f de pi est égal à moins 1. Alors, je tenais à vous rappeler que f de x est égal à 2 sin x plus x moins 1, et de ce fait, on obtiendrait que grand f de x est égal à moins 2 cos x plus x au carré sur 2 moins x plus une constante petit c qui va découler de la condition initiale, à savoir que grand f de pi égale à moins 1, ce qui signifie qu'en remplaçant x par pi, donc on aurait moins 2 cosinus de pi, toujours grâce au cercle trigonométrique pi étant là son cosinus valant moins 1, donc on va avoir 2 plus pi au carré sur 2 moins pi plus c égale à moins 1, ce qui fait c égale à moins 1 moins 2, ce qui fait moins 3, moins pi carré sur 2 plus pi, et on a la valeur de petit c. On n'oublie pas de conclure sur grand f, à savoir que grand f de x est précisément égal à moins 2 cos x plus x carré sur 2 moins x plus ce qu'on vient de trouver comme valeur de c, à savoir moins 3, moins pi carré sur 2 plus pi. On passe à la question suivante. Déterminer en fonction de θ l'aire en unité d'aire dans un repère orthogonal du domaine délimité par x égale moins pi, la droite d'équation x égale moins pi, la droite des deux d'équation x égale pi, l'axe des abscisses est C de F. Alors, c'est une question qui nécessite un peu de réflexion, mais pour cela, vous êtes censé savoir, je redonne la formule qui dit que l'aire de ce domaine se détermine par la formule suivante, et ceci dans un repère orthogonal en unité d'aire, l'intégrale de moins pi à pi de valeur absolue de f de x dx, et ceci en unité d'aire. Alors, le problème, c'est que personne au monde n'est capable de déterminer une formule donnant une primitive de valeur absolue de petit f. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir savoir? Enlever ce symbole de valeur absolue, et pour cela, savoir quand est-ce que f de x est positif ou négatif. C'est ce qui a été fait à la question petit 4. Donc, de là, on va pouvoir écrire que grand A égale l'intégrale de moins pi à θ. Et on sait que sur l'intervalle moins pi θ, f de x est négatif. De ce fait, valeur absolue de f de x, ça va être moins f de x dx. Puis, d'après la relation de Schall, plus l'intégrale de θ à pi de valeur absolue de f de x, qui sur cet intervalle, f de x étant positif, donne l'intégrale de f de x dx, toujours en unité d'aire. Et on a de ce fait, comme on sait que grand f est une primitive de petit f, le signe moins du fait que c'est une constante multiplicative, à savoir moins 1, je vais avoir moins grand f de θ moins grand f de moins pi plus grand f de pi moins grand f de θ, ce qui donne, une fois simplifié, que grand A égale moins grand f de θ, moins ce qui fait plus grand f de moins pi, pardon, excusez-moi, plus grand f de pi, moins grand f de θ.
Alors vous allez me dire, moins grand f de θ, moins grand f de θ, ce qui donnerait moins 2 grand f de θ. Alors comment faire pour calculer cette expression? Gardez en tête que grand f de pi est égal à moins 1. Donc ça fait grand f de moins pi. Grand f de pi, ça donnait moins 1. Moins 2, grand f de θ. Donc on a presque terminé. Il suffit juste d'avoir une primitive de grand f. D'accord? Vous prenez une primitive de grand F. Alors pour simplifier les calculs, on ne va pas prendre la primitive, celle qui vérifiait grand F de pi égale moins 1. D'accord? On va prendre cette primitive avec la constante est égale à 0. Les calculs vont être plus simples. Et là maintenant on va devoir remplacer ici. Si je fais grand F de moins pi, cosinus de moins pi est égal à moins 1, ça va faire 2. Plus moins pi, donc il va faire pi au carré sur 2, plus pi, à nouveau, cosinus de pi, donc ça va faire plus 2, plus pi au carré sur 2, cette fois-ci moins pi, et ensuite moins 2, donc ça va faire 4 cosinus de θ, moins θ au carré, plus 2θ, qui, une fois simplifié, donne 2 plus 2, 4. Pi moins pi se simplifiant, pi carré sur 2 plus pi carré sur 2, on a plus pi carré, plus 4 cos θ, moins θ au carré, plus 2θ. Ainsi s'achève la correction du premier exercice. Je vais cette fois-ci corriger le deuxième exercice, qui, comme je vous disais, était un exercice plus atypique, où on a 37 affirmations. Et l'objectif, c'est affirmation par affirmation, dire précisément si c'est toujours vrai, dans quel cas on mettra un T, si c'est jamais vrai, c'est-à-dire toujours faux, dans ce cas on mettra un J, ou si des fois c'est vrai, des fois c'est faux, et dans ce cas on mettra un D. D'accord? Mais l'objectif n'est pas de répondre aléatoirement, en sachant qu'on a pour chacune des réponses une chance sur 3 de faire juste et de ce fait 2 sur 3 de se tromper. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de justifier. Comme mentionné dans l'énoncé, il faut tout justifier. Alors, la première des questions vous demande, est-ce que si f est pair, alors forcément f de 5 égale f de moins 5? Bien sûr, si f est pair et que, comme c'est mentionné dans l'énoncé, la fonction est définie sur R, parce que si elle n'est pas définie en 5, ça n'a aucun sens. Donc, la réponse est vraie, parce que c'est vrai pour tout réel x, que f de x est égal à f de moins x, donc plus particulièrement en 5. Maintenant, si f de 5 égale f de moins 5, alors f est pair? Absolument pas. Des fois vrai, des fois faux. Si f de 5 égale f de moins 5, elle peut être paire, mais elle n'a pas obligation d'être paire. Pour qu'elle le soit, il faudrait que ce soit vérifié pour tout réel x, à savoir que f de x égale f de moins x. On va passer à la question 3, qui vous dit si f est impair, alors f de 5 égale moins f de moins 5. Comme pour la question 1, c'est bien sûr vrai. Cependant, la question 4, on vous dit si f de 5 égale moins f de moins 5, alors f est impair. Comme pour la question 2, ce peut être vrai, comme ça peut ne pas l'être. Forcément, si f de 5 égale moins f de moins 5, pourquoi voulez-vous qu'elle soit impaire? Pour qu'elle soit impaire, il faudrait que ce soit vérifié pour tout réel x, que f de x égale moins f de moins x. Question petit 5, si f est pair, alors f de 0 égale 0. Il n'y a pas obligation à ce que f de 0 égale 0. Ça peut être vrai, ce n'est pas une obligation. Maintenant, si f est impair et défini bien sûr en 0, alors f de 0 égale 0, ça c'est une obligation. La raison, il faut savoir le démontrer, parce que si elle est impaire, alors forcément f de 0 égale moins f de moins 0, ce qui donne moins f de 0. En résolvant, on a 2f de 0 qui est égal à 0, d'où f de 0 égale 0 sur 2, qui donne 0. Donc, si f est impair, alors forcément f de 0 égale 0. Maintenant, si on passe à la question numéro 7, où on vous dit si f est périodique de période 2, alors f de 5 égale moins f de 5. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Pour quelle raison? Parce que f de 5,
D'accord? C'est précisément égal à f de moins 5 plus 10. Je vous apprends rien. Moins 5 plus 10 donnant 5. Ce qui donne f de moins 5 plus 2 fois 5. Et comme la période est égale à 2, alors forcément f de moins 5 plus 2 fois 5, du fait de la deux périodicité de la fonction f, c'est la même chose que f de moins 5. Alors maintenant, si f est périodique de période 2, alors f est périodique de période 4. Est-ce que c'est vrai? C'est bien sûr vrai. On va le démontrer. Donc, on sait que f est périodique de période 2, donc pour tout x appartenant à R ici, parce que la fonction est définie sur R, f de x plus 2 est égal à f de x. Or, f de x plus 4 s'écrit f de x plus 2 plus 2, ce qui, moyennant le fait que la fonction soit 2 périodique, va être égal à f de x plus 2, qui sera forcément égal à f de x. Et là, on a démontré que la fonction était périodique de période 4. La réciproque est-elle vraie? Si la fonction est périodique de période 4, est-elle périodique de période 2? Pas forcément. Pas forcément. Elle peut être périodique de période 4, mais pas de période 2, mais elle pourrait éventuellement être périodique de période 2. Alors, je vous fais un petit dessin très simple. Si je fais ici, j'ai 0, 1, 2, 3, 4. Si je fais là une courbe qui fait comme ça, tous les 4, comme vous pouvez le constater, c'est la courbe représentative d'une fonction périodique de période 4, mais pas de période 2. On passe à la question suivante, à savoir la 10. Si f est pair, alors on peut restreindre son étude à R-. Bien sûr, ça c'est important à maîtriser. Restriction du domaine d'étude de fonctions paires, impaires ou périodiques. Bien sûr, si f est pair, alors on peut restreindre son étude à R- ou à R+. Et de même pour une fonction impaire. Donc, c'était vrai pour la question 10 et 11. Alors, question 12, si f est périodique de période 4, alors on peut restreindre son étude à l'intervalle moins 1, 3. C'est vrai, parce que si la fonction est périodique de période 4, alors on peut restreindre l'étude de la fonction à n'importe quel intervalle d'amplitude 4, ce qui est le cas dans l'intervalle moins 1, 3. Question petit 13, si f est périodique de période 4, alors on peut restreindre son étude à moins 3, 3. Alors, est-ce qu'on peut restreindre son étude à moins 3, 3? Bien sûr que si, mais on en ferait plus que ce qu'il en faudrait faire, parce que l'amplitude de l'intervalle moins 3, 3 est une amplitude de 6, donc si on sait étudier la fonction f sur l'intervalle moins 3, 3, on sait forcément l'étudier sur un intervalle qui lui est inclus et qui soit d'amplitude 4, et du fait de la 4 périodicité de la fonction f, alors on sait l'étudier sur R. Question 14, si f est périodique de période 4, alors on peut restreindre son étude à moins 1, 1. Pas forcément. Il faudrait pour cela que la fonction soit périodique de période 2, ce qui n'est pas forcément le cas, vu que l'intervalle moins 1, 1 est d'amplitude 2. Question numéro 15, si f est périodique de période 4 et en même temps pair, alors on peut restreindre son étude à l'intervalle moins de 2, moins de 0. C'est une question importante. Pourquoi? La réponse est vraie. Parce que si on l'a sur l'intervalle moins de 0 du fait de la parité de la fonction, on l'aura sur 0, 2. Et l'ayant sur moins de 0 et sur 0, 2, on l'a sur moins de 2, qui est bien l'intervalle d'amplitude 4. Et du fait de la 4 périodicité de la fonction f, on l'aura sur R. Question numéro 16. Si f est pair est strictement croissante sur moins 31, moins 13, alors f est strictement croissante sur 13, 31. Là, c'est faux. C'est faux parce que la particularité d'une fonction paire, c'est que si elle est strictement monotone sur un intervalle AB, alors elle sera strictement de monotonie contraire sur l'intervalle moins BA. Comme elle est ici strictement croissante sur moins 31, moins 13, elle serait forcément strictement décroissante sur 13, 31, donc réponse fausse. Question 17, si f est impair et strictement croissante sur moins 31, moins 13, alors f est strictement croissante sur 13, 31. Là, c'est vrai, tout le temps. C'est une des propriétés des variations d'une fonction impaire qui dit que si une fonction est impaire strictement monotone sur l'intervalle AB, alors elle sera strictement de même monotonie sur l'intervalle moins B, moins A.
Question 18, si f est impair, alors f' est pair. Alors, si la fonction est impaire, est-ce que, bien sûr, elle, en étant dérivable, hein, oui, alors excusez-moi, sur l'exemple que j'ai représenté graphiquement de la fonction périodique, elle n'était pas dérivable. C'était juste en aparté ici, elle n'était pas dérivable en ce point parce qu'en ce point, graphiquement, on a deux demi-tangentes et non une tangente. Elle n'est pas dérivable. Il suffisait de représenter autrement. Donc ici, si la fonction est impaire, est-ce que sa dérivée est paire? Bien sûr que si, je vais vous faire la démonstration. Alors, si vous considérez, donc la fonction est dérivable, pour tout x appartenant à R, vous savez que f de moins x égale moins f de x. Vous savez que la fonction est dérivable sur R, donc on va dériver. Et comme deux fonctions égales ont la même dérivée, et d'après le résultat sur la dérivée de fonction composée, la dérivée de la fonction qui a x associée à f de moins x est égale à la dérivée de moins x, en l'occurrence moins 1, fois f' de moins x. Je tenais à vous rappeler que la dérivée de la fonction qui a x associée à f de moins x n'est pas la fonction qui a x associée f' de moins x, mais précisément celle qui a x associe moins f' de moins x. Et là, la dérivée de moins f, la fonction qui a x associée à moins f de x, c'est forcément moins f' de x. En multipliant les deux membres par moins 1, on obtient f' de moins x égale à f' de x. C'est magique. Donc, la fonction f' est paire. Ensuite, on vous dit si f' est paire, est-ce que f est impair? Pas forcément, parce que si f' est paire, alors des primitives f, il y en a une infinité. Et le problème, c'est que si vous rajoutez une constante, si cette constante n'est pas nulle, la fonction ne peut pas être impaire. Je vais prendre un exemple. Très simple. Si vous prenez f' de x égale 1, donc f' est bien une fonction paire. Si vous venez à déterminer f de x, alors f de x, bien sûr, si vous considérez f de x égale x, primitive particulière, alors celle-ci est impaire. Mais si vous rajoutez ici une constante différente de 0, par exemple 2, cette fonction, ainsi définie, n'est plus impaire. Alors, question 20. Si f est impair, alors l'intégrale de moins 3 à 3 de f de x dx est égale à 0. C'est une des propriétés, on l'a démontré. Elle se justifie aussi par le calcul d'R. C'est toujours vrai. La question 21. Si l'intégrale égale 0, alors f est impair. C'est pas forcément vrai. Il suffit de donner une justification graphique. Donc ici, vous avez moins 1, moins 3. Voilà, on va s'arranger. Si jamais je prends, je ne sais pas, moi, vous arrangez pour prendre une fonction, vous la tracez comme ça. Voilà, faites comme ça. Alors, est-ce que je l'ai bien fait ici? Non, il aurait fallu que je fasse au même niveau ici. Alors ici, on a bien une intégrale qui est égale à 0, du fait que cet R et cet R soient égales. Celle-là et celle-ci sont égales à 0, sans que la fonction soit impaire. On va passer à la question 22. Si f est pair, alors f' est impair. C'est aussi vrai. On va faire la démonstration. Vous allez voir, c'est un peu la même démarche. Donc, question 22. On va prendre une fonction paire et dérivable. Donc, on a pour tout x appartenant à R, f de moins x qui est égal à f de x. On va, du fait d'égalité de ces deux fonctions, leurs dérivées sont égales. On va dériver celle qui a x associée à cette fonction. On va avoir moins f' de moins x qui est égal à f' de x, ce qui donne f' de moins x égale moins f' de x, et ce qui justifie le fait que la fonction f' est impaire. Donc on va passer à la question 23. Si f' est impair, alors f est pair. Et la réponse ici est vraie.
La réponse est vraie, parce qu'une constante est une fonction paire. Si f est paire, alors l'intégrale de moins 3 à 3 de f de x égale 2 fois l'intégrale de moins 3 à 0 de f de x, ça c'est vrai, c'est du fait de la parité, c'est aussi égal à 2 fois l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx. On l'a justifié soit par les aires, soit par les primitifs. On passe à la question 25. Si l'intégrale de moins 3 à 3 de f de x égale 2 fois, alors f est impair et f est pair, c'est bien sûr faux. Il suffit de créer un exemple comme on a fait précisément. Ensuite, si f est pair, question 26, alors l'intégrale de moins 3 à 3, quand je dis c'est faux, hein, c'est pas toujours vrai, c'est des fois vrai, des fois faux. Question 26, si f est pair, alors l'intégrale de moins 3 à 3 de f de x, alors regardez ici, il fallait réfléchir un petit peu, si vous faites l'intégrale, vous obtenez primitive de f', c'est petit f, donc entre crochets petit f de x de moins 3 à 3, et vous obtenez f de 3 moins f de moins 3, et attention, l'astuce c'est que on a dit que f était pair, et si f est pair, f de 3 est égal à f de moins 3, donc vous obtenez 0, donc la réponse est vraie. Ensuite on vous dit, est-ce que si f est impair, l'intégrale de moins 3 à 3 est égale à 0, vous faites exactement la même démarche, donc vous avez ça, mais cette fois-ci la fonction est impaire, et si elle est impaire, vous savez que f de moins f de moins 3 est égal à plus f de 3. Donc ça fait 2f de 3. Donc est-ce que 2f de 3 est égal à 0? Pas forcément. Si jamais f de 3 égale 0, le résultat est vrai, sinon il est faux. On finit par les dernières questions. La fonction tangente est paire. Je rappelle que la fonction tangente est la fonction qui est définie lorsque cos x est différent de 0 par f de x égale sin x sur cos x. Vous démontrez que f de moins x égale moins f de x. Donc cette fonction n'est pas paire, absolument pas, mais elle est impaire. Vous faites tangente de x plus 2pi, vous trouvez tangente de x, elle est bien 2pi périodique, mais si vous faites tangente de x plus pi, vous trouvez aussi tangente de x, donc elle est périodique. Alors est-ce qu'elle est pi sur 2 périodique? Absolument pas. Alors une réponse très simple, elle n'est pas pi sur 2 périodique parce que la fonction est définie en 0 sans y être définie en pi sur 2, donc elle ne peut pas être pi sur 2 périodique. Et on va finir par les dernières questions. Si cos A égale cos B, alors est-ce que A égale B? Pas forcément, parce que A égale B ou A égale moins B, c'est une des propriétés de la fonction cosinus. Donc si deux réels ont le même cosinus, et en plus, il manque le plus de capi, donc c'était faux. Si cos A égale cos B, alors B égale A B plus de capi ou moins B plus de capi, en rappelant que K appartient à Z. Alors, si A égale moins B à différent de 0, alors cos A égale cos B, ça c'est juste, parce que deux nombres opposés ont le même cosinus, c'est dû à la parité de la fonction cosinus. Ensuite, si A égale moins B, A est différent de 0, sinus de A égale sinus de B, c'est faux, parce que la fonction est impaire. Ensuite, c'est rappeler que A est différent de... Ici, A est différent de 0. Alors, quand je vous dis c'est faux, ça peut être vrai dans certains cas. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Pi et moins pi ont le même sinus et... attendez, si A égale moins B, et ils ont le même sinus. Donc, c'est pas forcément vrai. Si f de x égale cos x plus sin x, alors f' de x égale moins sin x, donc il suffit de dériver et le résultat est vrai. Et par contre, pour l'autre, il manquait une constante. Voilà.